reprenons le débat sur les élections régionales en Île-de-France avec autour de nous aujourd'hui Jean-Claude Delarue, liste associée avec Debout la France, François Asselineau pour l'Union républicaine populaire. Vous avez quitté le Rassemblement pour créer votre propre parti. Pierre Cerne, Les Verts ELV, vous êtes deuxième président de la région Île-de-France en charge des transports, et Yann Werling du MoDem. Alors, l'Île-de-France est une des régions dans lesquelles il y a le plus de jeunes qui sont implantés, et surtout de jeunes de passage, dans cette démographie très dynamique. Alors, on a l'impression quand même que pour vous, la première des préoccupations, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Alors, on va peut-être détailler, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment vers cette jeunesse qu'il faut faire le plus d'efforts? Je crois pour une raison évidente et essentielle, c'est que les jeunes sont les premiers à souffrir quand même du manque d'emploi, du chômage, et par conséquent, il faut tout faire pour améliorer les lycées, il faut tout faire pour développer l'apprentissage, par exemple. On peut se poser également la question de savoir s'il ne faut pas améliorer donc l'enseignement ou l'intégration de ces jeunes dans la société, par exemple à travers la création à nouveau du service militaire. Et j'ajouterai un point dont on parle très peu, à la fois pour les jeunes et pour les anciens jeunes et autres, c'est-à-dire le handicap. Il faut savoir quand même qu'en Île-de-France, 12% des franciliens sont en situation de handicap. Ça ne concerne pas simplement les personnes âgées, ça concerne les personnes en fauteuil roulant et ça concerne également de plus en plus de jeunes. Donc voilà un ensemble de problèmes sur lesquels il faut intervenir. Alors, par où vous prendriez le problème en premier? Vous prenez un problème par l'éducation, les lycées, les collèges, par ce qu'on apporte dans l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut viser d'abord l'intégration? Alors, la région, elle peut accompagner en fait les jeunes entre le lycée et puis l'entrée dans la vie active et l'indépendance, qui est vraiment une période où on sait bien, c'est la période un peu compliquée. Et dans une région comme l'Île-de-France, où les logements sont très chers et où l'accès à l'emploi est comme ailleurs compliqué pour les jeunes, on a un rôle d'accompagnement, de facilitateur quelque part, à la fois dans les lycées où la région apporte énormément d'aides extrêmement variées et multiples pour les voyages, pour la cantine, pour un certain nombre de choses, et puis surtout au moment où on sort du lycée, on est à la fac et éventuellement on passe de la fac au premier emploi, où là la région doit absolument continuer et renforcer les aides. Ce qu'on propose, c'est par exemple des créations massives de logements étudiants, l'encadrement des loyers sur toute la région, dont on sait que les jeunes sont les plus victimes en fait de surloyers, enfin de loyers très hauts dans des toutes petites surfaces. Voilà, ça c'est vraiment un rôle. Et puis sur l'emploi, il faut absolument que la région continue à être grosse pourvoyeuse d'emplois. Moi, j'ai la satisfaction de voir que par les politiques régionales, notamment de transport, le développement par exemple des bus et d'un certain nombre de travaux permet des embauches de jeunes par centaines dans les entreprises de transport et dans les entreprises de travaux publics. Ceci étant, sur l'éducation, sur l'apprentissage, M. Asselineau, quand on s'aperçoit qu'un fort pourcentage de jeunes quittent l'école avant 16 ans en Île-de-France, est-ce que c'est sur l'éducation qu'il faut faire porter des efforts et quelle éducation? La question, c'est que plus là, de professeurs, une éducation un peu différente pour... La question, c'est que là, vous évoquez des sujets de type national. Les régions, elles sont là essentiellement pour financer les lycées, leur fonctionnement, mais elles ne sont pas là pour fixer les programmes, malheureusement. Donc, on peut effectivement améliorer, nous proposons d'améliorer considérablement les lycées tels qu'ils sont, parce qu'il y a beaucoup de lycées qui sont dans un état de grande vétusté. Nous considérons qu'on devrait également développer les activités périscolaires en emmenant les lycéens visiter le patrimoine de leur région, notamment pourtant, ça a fait beaucoup de problèmes avant, mais pour le reste, ce sont des sujets nationaux, donc je ne parlerai pas de sujets nationaux. Ah, je vous ai vexé sur les sujets nationaux. Bon, mais enfin, plus de professeurs en Île-de-France, est-ce que le nombre de professeurs suffit? Encore une fois, ça relève de l'éducation nationale, ça ne relève pas de la région. On peut demander. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que, tout à l'heure d'ailleurs, M. Delarue évoquait d'autres sujets de type national, c'est qu'on est
mais le problème, c'est que les Français ne comprennent pas très bien quel est le périmètre des compétences de la région. Je répète que ces régions sont une création artificielle qui date de 1972 et même de 1982. Et ce qui est très important, et ce que nous signalons, mais vous allez dire qu'encore une fois, j'élève le débat de façon exagérée, c'est que nous sommes très inquiets de voir qu'on donne de plus en plus de compétences aux régions en demandant aux régions de traiter directement avec Bruxelles pour avoir les fonds européens de développement régional. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut faire très attention aux évolutions en cours qui mènent nolens volens progressivement à la dislocation de la République française. Dislocation de la République française ou nécessité quand même de renforcer le corps enseignant, les mesures en direction des jeunes. Est-ce que c'est votre préoccupation aussi ? Alors, moi je pense que la région a son mot à dire, ce n'est pas qu'une question nationale. Elle a deux compétences importantes qui concernent vraiment les jeunes en réalité. D'un côté, c'est assez évident à comprendre, c'est la formation professionnelle et l'apprentissage, et d'un autre côté, c'est le développement économique. Pour les jeunes aujourd'hui en Ile-de-France, ils ont besoin d'avoir un espoir, d'avoir une envie de se dire qu'en Ile-de-France, demain, je vais pouvoir trouver du travail, je vais pouvoir m'épanouir. Et ça, aujourd'hui, la région peut agir. Elle peut agir d'abord en faisant en sorte que l'apprentissage change vraiment radicalement ses orientations pour devenir très en adéquation avec les besoins du monde de l'entreprise, des mondes des PME, des mondes des entreprises, de l'artisanat. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Donc, il y a une priorité là dans l'apprentissage, faire en sorte que l'apprentissage retrouve ses lettres de noblesse, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. En France, on doit faire de l'apprentissage un moment. Vous avez regretté notamment alors que nationalement, le gouvernement, il y a 2 ans, n'est pas repris à son compte le thème de l'apprentissage. Ben c'est le parent pauvre. Il s'y met d'ailleurs. C'est le parent pauvre. Il a une image qui n'est pas bonne aujourd'hui, l'apprentissage. Or, c'est le pied à l'étrier pour trouver un emploi pour beaucoup de jeunes. Et c'est malheureusement pas le cas en Ile-de-France. Et puis, le développement économique, c'est vraiment la priorité des priorités pour la région demain. Par le développement économique, on crée une dynamique qui fait qu'il y a de l'emploi, qu'il y a une demande et qu'il y a effectivement pour les jeunes des débouchés. Ça ne sert à rien de faire des filières si à la fin il n'y a pas de débouchés sur l'emploi. À l'inverse, il y a beaucoup de débouchés qui manquent de viviers de recrutement. Et c'est la mise en adéquation de ça, et notamment, enfin j'y reviens, mais parce que la région est un très gros pourvoyeur d'investissement et donc de commandes publiques dans les transports pour construire ou rénover les lycées, pour la rénovation thermique sur laquelle on veut nous mettre vraiment le paquet, y compris en finançant plusieurs centaines. Aussi, je suppose. Pour les logements, mais on peut financer la région tous des chantiers de rénovation thermique. Là-dessus, il y a vraiment des gisements d'emplois énormes. Hein. Nous, on l'a chiffré à 200 000 emplois à créer dans les années qui viennent. Et vous n'avez pas les correspondants. Et là-dessus, il y a parfois un gap avec les formations, d'où le fait qu'on a encouragé des partenariats, par exemple entre la Société du Grand Paris qui va construire les 200 km de futurs métros, ou peut-être un peu moins que 200, mais en tout cas qui va construire plusieurs dizaines de kilomètres de métro avec énormément du coup d'emplois à créer. Et il faut que les filières de formation en Ile-de-France, les IUT, les facs, les BTS, puissent se connecter à ça. On a fait des partenariats déjà nombreux entre plusieurs universités et instituts techniques de l'Île-de-France et directement la Société du Grand Paris pour que les entreprises puissent aller puiser dans ces viviers de jeunes formés. Ça, c'est l'avenir. Question sur l'apprentissage. Vous aussi, vous pensez qu'il y aura une ouverture particulière à l'apprentissage en Île-de-France ? Tout à fait. Il est clair que la région peut intervenir en matière d'apprentissage, hein, c'est sûr, et que d'autre part également, on s'aperçoit que la très grande majorité des jeunes qui ont suivi une formation d'apprentissage trouvent un emploi. Je ne me trompe pas, tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose dont on parlait beaucoup plus pendant cette campagne et qui doit être également un objectif essentiel pour les nouvelles majorités. Vous trouvez que l'ancienne majorité n'a pas assez fait ? Écoutez, apparemment, on est loin de compte. D'ailleurs, tout le monde dit sur cette table, on parle de ce qu'il faudrait faire en matière d'apprentissage et peut-être pas assez de ce qui a été fait. Vous avez aussi eu l'idée de cette service national de 6 mois. C'est pas une compétence régionale, bien sûr, ça va de soi. Non, mais est-ce que vous pensez que pour l'emploi dans la région, ce serait une façon d'abord d'assurer une mixité sociale et ensuite d'amener des jeunes pendant 6 mois à faire autre chose qu'à chercher du travail? Tout à fait. Donc, je crois qu'effectivement, il faut réfléchir très vite et la région peut y participer. Donc, elle a une possibilité de retrouver le service militaire, le service qui a été abandonné à la fin du siècle dernier, c'est certain, et que ça peut effectivement à la fois
donner une certaine cohésion supplémentaire, j'imagine, et d'autre part également, c'est un moment où on peut déceler les formations qui doivent être apportées aux jeunes. Effectivement, je crois que ce serait bien. Tout le monde est d'accord sur une sorte de service national où vous émettez des réserves sur son utilité? Franchement, ce n'est pas du tout un sujet régional. Enfin, on veut bien en parler. Moi, je crois, puisqu'on en est à parler de l'emploi, je voudrais insister sur quelque chose. Nous aussi, comme tous les autres partis, proposent de mettre l'accent sur l'artisanat, sur les emplois en tension, parce que effectivement, il y a des métiers, par exemple dans le logement, dans la construction de logements à haute qualité environnementale, où il y a des métiers en tension, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que les problèmes de l'emploi sont réglés au niveau national par des données qu'on appelle macroéconomiques, c'est-à-dire quelle est la qualité du budget de l'État, quel est le taux de change de la monnaie, quels sont les taux d'intérêt. Or, toutes ces grandes données ne sont même plus fixées au niveau de l'État, c'est fixé s'agissant des budgets à la Commission européenne, s'agissant de la monnaie à la Banque centrale européenne à Francfort. Et ajoutons-y l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tout contrôle des mouvements de capitaux, donc qui est la porte ouverte aux délocalisations. Donc nous disons, comme nous ne voulons pas mentir aux électeurs, nous disons bien sûr la région, elle pourra ici ou là apporter des petits quelque chose, mais globalement, la situation de l'emploi restera mauvaise. Quelque chose. L'apprentissage, c'est pas un petit quelque chose. Enfin, l'évolution, le progrès, ça se fait à travers de nombreuses mesures qui, prises chacune séparément, ne semblent pas planétaires, mais au total qui apportent des résultats. Et puis la région a bien la compétence formation, Et hein, donc vous ne pouvez pas formation dire que rien n'a professionnelle. été fait. Non, mais je vais surtout pas dire que rien n'a été Oui, fait. puisqu'il est au conseil régional. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, le basculement vers l'emploi, il se joue à pas grand-chose. Et par exemple, un jeune qui a une incapacité à être mobile dans toute la région, et donc à aller répondre à des annonces d'emploi ici ou là, d'aller voir. À partir du moment où on a fait le pass imaginaire, donc qui est la carte de transport pour les jeunes, dézonée depuis le 1er septembre, je peux vous garantir, moi j'ai des témoignages de jeunes qui m'ont dit maintenant à partir de là, ça ne me coûte plus des dizaines d'euros de me déplacer pour aller répondre aux employeurs ou faire une mission ici ou là, parce que grâce soit au pass Navigo dézoné, soit à la carte imaginaire, ça permet une mobilité accrue et donc un accès facilité à l'emploi. Et ça, je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles l'accompagnement par la région n'est pas forcément uniquement dans la création d'emplois, mais dans la capacité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs à accéder à ces emplois et à pouvoir aller juste travailler aux endroits où il y a des emplois. Alors, je reviens au lien entre le travail et la radicalisation. Est-ce que vous pensez que vraiment un des phénomènes essentiels en Île-de-France, c'est que le chômage qui est le chômage jeune, qui est très important, peut créer des adhésions à des mouvements autant religieux d'ailleurs que pas religieux, puisque vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gens qui s'engagent maintenant dans le radicalisme n'ont jamais lu le Coran. Est-ce que vous pensez que ce lien entre l'emploi et la radicalisation est important? Bon, je suppose, car là, vraiment, je ne suis pas un spécialiste du problème de la radicalisation, mais je suppose qu'effectivement, il est clair que pour un certain nombre de jeunes, le fait d'être de se considérer comme étant exclu par la société, ça doit jouer un rôle. Il n'en reste pas moins, et plusieurs de nos personnes ici l'ont dit, c'est que les radicaux, si j'ose dire, sont des jeunes qui viennent de différents horizons. Il y a différents parcours qui sont tout à fait donc spécifiques. Ça n'est pas le manque d'emploi qui automatiquement... Pas automatiquement, ça c'est clair. Alors, il faut passer à la question numéro 1, qui est quand même, lorsqu'on est en Île-de-France, on s'en aperçoit tous les jours, c'est les transports. Alors, en matière de transport, beaucoup a été fait, mais qu'est-ce que vous réclamez en plus? L'ouverture de nouvelles rames, la modernisation des réseaux, et puis on va parler après du Grand Paris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Vous qui êtes spécialiste, là, pour le coup, vous êtes spécialiste écoutez, oui, en particulier de ça. parce que je prends le RER-E, le RER-D, le RER-C, quelquefois le RER-A, il faut que les trains arrivent à l'heure. Bon, encore l'autre jour, par exemple, j'ai passé 45 minutes sur un quai glacé. Pourquoi? Parce qu'un train était en panne. Alors, on nous a expliqué par la suite, c'est parce que sur le RER-E, eh bien, il y a beaucoup de rames qui sont en maintenance, c'est-à-dire qu'il faut retaper, quoi. En gros, c'est ça. Et puis ensuite, le train qui est arrivé, il était impossible d'y monter. Et bien, ça, c'est quelque chose qui arrive quotidiennement. Alors, moi, qui ai l'avantage d'être un ancien jeune et donc à la retraite, ça ne me pose pas de problème majeur avec mon employeur. Mais en revanche, quelle catastrophe pour beaucoup de personnes qui ont un emploi. Et c'est aussi un facteur qui joue contre l'embauche d'un certain nombre de jeunes notamment,
Où habitez-vous? Si vous habitez sur une ligne qui tombe en panne sans arrêt, c'est naturellement un facteur négatif. Donc, premièrement, essentiellement, améliorer ce qui existe, retaper, rénover le réseau existant, prolonger telle ou telle ligne, comme la ligne 14 pour alléger la ligne 13, le RER-E, qui est essentiel à développer vers l'ouest, plutôt que de faire le Grand Paris Express, mais ça on y reviendra je pense un instant. Et deuxième problème, j'insiste là-dessus, voici ce que dit le STIF, ce bulletin donc, du syndicat des transports d'Île-de-France, donc l'organisme officiel, qui dit la chose suivante: 12% de la population francilienne âgés de 5 ans et plus sont en situation de handicap. On ne peut pas faire l'économie de ce problème essentiel qui vaut pour les jeunes comme pour les autres. Donc, réaménagement des ouvertures de nouvelles rames. Rénovation de ce qui existe, c'est ça l'essentiel, et prolongement de certaines lignes, c'est sûr. Le réseau est vraiment très délabré et c'est ça qui explique les pannes habituelles. Nous le savons ici puisque nous sommes dans Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Tous les jours, il y a des pannes, des incidents techniques, des retards, des trains courts qui remplacent des trains longs aux heures de pointe, et c'est la catastrophe pour essayer de trouver une place. C'est ça le problème. Transport, alors là, vous êtes l'accusé. Oh, l'accusé, je ne sais pas. Enfin, j'ai tendance à dire, oui, responsable au transport. Quiconque aujourd'hui promettrait que dans 5 ans, ou dans 6 ans, à la fin du mandat, on aurait un système absolument parfait de transport avec zéro défaut, mentirait effrontément aux électeurs. On est sur un système qui transporte plus de 10 millions, qui fait plus de 10 millions de voyages par jour. C'est un des plus gros systèmes de transport du monde et qui effectivement souffre aujourd'hui, mais les responsabilités, elles sont loin, d'un manque d'investissement qui, pendant en gros 30-40 ans, l'État n'a quasiment pas mis un centime. Donc problème national et problème régional, mais là aussi. Le problème, c'est que la région récupère, l'État donne à la région ce magnifique bébé, n'est-ce pas, en disant regardez un peu, parce que le réseau, il n'est pas en très bonne forme. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Donc, et c'est un peu triste à dire, mais de continuer l'immensité de l'effort qui est entrepris. Moi, la comparaison que je prends, c'est qu'on est au milieu d'un incendie de forêt, on est les pompiers, on va gagner cette bataille-là, mais il faut du temps. Ça viendrait à l'idée de personne de cracher sur les pompiers qui essayent d'éteindre un incendie de forêt. C'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on est mis en accusation, alors qu'on est en train, justement, nous, de mettre un immense effort d'investissement, sauf qu'en matière de transport, les choses prennent du temps. Alors et je suis usager des transports, donc je peste aussi, moi, dans des rames arrêtées, etc. La situation actuelle n'aide pas, parce qu'avec pratiquement un colis suspect par heure en ce moment, qui s'ajoute en plus au fait qu'il y a des suicides à répétition, c'est un système qui, de toute façon, ne peut pas connaître le zéro défaut. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on parle des modes lourds, en fait, des RER, des métros, etc. Il y a tout ce qui va autour. Et le problème, c'est que quand on fait un trajet, la partie dans le métro ou dans le RER n'est pas toujours le principal. Et donc, si on arrive, et ça, c'est faisable en moins de temps que le métro et le RER, c'est de mettre des bus beaucoup plus fréquents. Et c'est notre grande proposition, c'est de cadencer les bus au quart d'heure dans toutes les gares où ils desservent ces gares, pour que les gens, au moins une fois qu'ils sont arrivés à la gare, aient immédiatement, ou quasiment immédiatement, un bus pour aller chez eux ou aller au bureau. Monsieur Asselineau, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de transport en Île-de-France? Je dirais que ce sont des sujets assez peu politiques, parce qu'en gros, tout le monde est d'accord pour que les trains arrivent à l'heure, pour qu'on ne soit pas comprimé dans le RER-A ou sur la ligne 13 du métro. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le reste, il y a beaucoup de sujets techniques, et d'ailleurs le syndicat des transports d'Île-de-France est là pour y remédier. Il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus depuis des années. Donc le problème numéro 1, c'est de savoir quel est le niveau d'investissement qu'on va mettre là-dedans. On en revient, je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu triste, c'est un peu pénible à dire, mais on en revient aux grandes questions budgétaires. Donc quels sont les budgets dont dispose la région, comment il peut les allouer, et nous sommes dans un contexte d'attrition budgétaire, puisque l'État, à la demande de l'Union européenne, a sabré 3,5 milliards d'euros. On peut augmenter le budget des transports. Oui, oui, là vous pouvez. Oui, mais d'accord, mais alors vous allez bien le prendre sur d'autres sujets, donc vous allez nous expliquer sur quel sujet. On a obtenu de l'État, on a réussi à obtenir de l'État. Nous proposons par exemple, et c'est vrai que ça n'est pas d'ailleurs dans le pouvoir d'un conseiller régional, mais nous aimerions, en tout cas on militera, pour la diminution drastique du nombre de conseillers régionaux. Il y a 225 conseillers régionaux en Île-de-France, c'est beaucoup trop. S'il y en avait 80 ou 100, ça serait déjà très suffisant. Il y a des frais de fonctionnement. Même pas une rame supplémentaire par an. Mais peut-être, mais c'est déjà il y a les frais de fonctionnement. Vous ne pensez pas que ça léserait certains départements par rapport aux Non, autres? pourquoi est-ce que, si on fait des comparaisons internationales, pour le coup, on se rend compte que nous avons des collectivités territoriales qui sont beaucoup trop dispendieuses par rapport aux services apportés.
Monsieur Delarue, vous vouliez ajouter Oui, quelque écoutez, chose sur les transports? Il y a un problème de financement, c'est vrai, mais il y a aussi un problème d'abord de choix de ces financements. Parce que le Grand Paris Express, que vous voulez diminuer par rapport à ce que veulent à la fois les socialistes et les républicains, je crois, hein, bon, c'est quand même 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, ça... Oui, Alors, enfin bon, on sait ce que c'est que les dérives des coûts hein, et des devis. Bon, c'est une première chose. Deuxièmement, voici le projet de Grand Paris Express. Alors vous dites, c'est toute la région parisienne. Non, il manque ici l'Essonne, ici il manque la Seine-et-Marne. Donnez-moi pour que je le montre, voilà, montrez Voilà. la caméra. Donc Ouais. on constate ici qu'il manque simplement toute la grande couronne. C'est quasiment, hein, c'est-à-dire toute la grande la couronne. Seine-et-Marne, l'Essonne. D'ailleurs, les 4 départements, les 4 présidents de départements de droite, Je ne sais pas ce que la vous grande appelez couronne, la Grande Couronne exactement, parce que quand vous dites qu'il y a 5 millions d'habitants en Grande Couronne, ça Oui. veut dire que vous incluez que Chelles ou Noisy, Champs-sur-Marne, C'est ça. ça, c'est la Grande Couronne. Donc, et C'est surtout, le grand enjeu justement pour la Grande Couronne, c'est que les RER et les trains de banlieue qui vont en Grande Couronne soient bien connectés au Grand Paris. Et c'est ce que nous demandons, c'est qu'on réaffecte du budget pour des lignes qui sont surdimensionnées pour le nombre de passagers qu'elles auront, hein, notamment sur le plateau de Saclay ou en montant vers le Oui, la ligne Ménil-Malblot, 18, c'est et ça. que ça, on remette cet argent pour faire des vraies gares de connexion avec des bonnes correspondances à Alors- Saint-Denis, à Brie, sur Marne, Alors, justement, à Vers-de-Maison, pour que la Grande Couronne puisse se connecter et gagner du temps de parcours C'est plus sage de que banlieue ça. à Alors, banlieue. les républicains, justement, ils sont alors, voilà, Ah, mais alors là-dessus, justement, je pense être le plus Grand sage que, Paris, effectivement. le Grand Paris, bon, on en a parlé, on en parle depuis des années maintenant. Alors, le Grand Paris, je vois bien que certains, comme vous, sont sceptiques. Vous, en même temps, les On ne peut pas sociétés. tout faire à la fois, mais c'est très, Votre très simple. majorité a soutenu ce Grand Paris. Alors, pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre les uns et les autres? Alors, pourquoi vous pensez que le Grand Paris, ça ne résout pas les choses? D'abord parce que 25 ou 30 milliards d'euros, c'est quelque chose d'énorme, et quand nous sommes dans une période effectivement où c'est pas facile de dire l'État paiera, c'est pas cher, il faut concentrer les crédits sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel à l'heure actuelle, c'est faire en sorte que le réseau existant marche. Or, il ne marche pas bien. Deuxièmement, c'est prolonger telle ou telle ligne, comme la ligne 14, pour alléger la ligne 13. Qui fait partie du Grand Paris. Oui, oui, c'est ça. Enfin, elle est à la marche, mais en tout cas, nous sommes pour, ça c'est clair. Hein. Prolonger le RER E vers la Défense de manière à alléger en partie donc le RER A, faire en sorte qu'il y ait des lignes de tramway et de bus en site propre pour les liaisons de banlieue à banlieue, c'est ça l'essentiel. Or, vous ne pouvez pas à la fois faire le Grand Paris Express, ce n'est pas vrai, et en même temps améliorer ce qui existe. Pourtant, c'est un grand projet, les grandes gares, la façon c'est- dont les architectes s'immobilisent, dont les Accessoirement, c'est populations. 100 000 emplois créés, hein, parce que avec l'ensemble Oui, surtout des là, travaux, voilà. Non, mais le financement du Grand Paris Express, il est là, hein, a priori. Mais la question, c'est à quoi ça va servir? Et si vous dites on arrête le Grand Paris Express, allez expliquer aux habitants de Sevran, de Montfermeil, de Clichy, etc., qu'ils n'auront pas de métro. C'est des quartiers enclavés qui ont besoin d'être désenclavés. C'est aussi, et le principal objet, c'est quoi? C'est de désaturer le cœur du réseau, c'est-à-dire de Monsieur permettre Cerne, au réseau je existant suis obligée- de respirer. Je suis obligée de vous Je interrompre, parle vous trop. dépassez votre temps de parole. Monsieur Werling, en quelques secondes. En quelques quel est- secondes, avec Valérie Pécresse, on a, nous, fait de ce sujet une priorité évidente parce que c'est le quotidien des franciliens, avec évidemment, il y a le long terme et il y a le court terme. Les gens aujourd'hui veulent des réponses rapides de court terme. Donc c'est l'amélioration de l'existant, comme vous l'avez dit. Pour les habitants de Grande Couronne, c'est des lignes de bus nouvelles qui permettent notamment de faire des circuits périphériques et pas seulement pour aller vers le centre de Paris. Et puis, si on doit avoir une réflexion de long terme, c'est ce qu'on a envie de faire, nous, c'est de réfléchir demain à un rapprochement du logement et de l'emploi, pour éviter que les gens qui soient à l'est de Paris aillent travailler à l'ouest de l'Île-de-France et fassent 1 heure ou 2 de transport tous les jours. Cela dit, Ça, c'est une orientation de long terme qu'il va falloir réduire. réduire. Refaire des autoroutes. Monsieur Alors Sergio, comment vous mettez à la Non, fois on les peut pas refaire autoroutes des et autoroutes. Mais non, tout sur le réseau donc ça, c'est existant? inexact. Ah, c'est Monsieur lui qui Sergio, dit qu'il non, faut non. refaire Pas de du la tout, route. non. et de Alors, laissez parler l'automobile. monsieur de Non, la alors rue, quand même et puis sur nous ce sommes problème obligés de de l'autoroute qui conclure est un très l'émission. important, effectivement. Il y a plusieurs bouchons qui ont fait sauter, par exemple, celui du 9 Saint-Georges. Mais surtout, ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, et là nous avons été convaincus par son argumentation, c'est faire en sorte que la majeure partie du trafic poids lourd nord-sud ne passe plus par la francilienne, par exemple, par l'Île-de-France, mais passe par des autoroutes périphériques, ce qui suppose effectivement... Ce qui suppose, non, il y a l'écotaxe, c'est une chose. Je termine la phrase. Et Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il faut que ces autoroutes
qui sont autour de la région parisienne soient gratuites, de manière que les poids lourds, oui, de manière que les poids lourds ne passent plus par chez nous. L'avantage concurrentiel Alors, des poids lourds par je rapport au vous train arrête. et au fleuve. Je vous arrête, surtout vous, Monsieur Cerne. Je voudrais une minute de conclusion de chacun d'entre vous. Mais le milieu Monsieur de conclusion la sera conclusion pour les 12. sur ce qui va se passer du 6 et le 13 décembre. Ma conclusion, c'est qu'il y a 12% de franciliens dont on ne parle jamais, sauf nous, c'est-à-dire les personnes qui sont en état de handicap, en situation de handicap. Et ces personnes-là, ça fait. Si on n'est pas convaincu que c'est important de leur donner l'équité et la justice, rappelez-vous, 12% des électeurs. Monsieur Asselineau. Oui, DLF n'a pas le monopole du souci des handicaps. Moi, je renvoie ça à notre programme que nous avons sur notre site upr.fr. Les gens verront que nous soutenons beaucoup aussi des personnes handicapées. S'agissant du Grand Paris, puisque je n'ai pas eu la parole, je voudrais dire que nous, sur ces grands projets, comme par exemple sur les Jeux Olympiques, comme par exemple sur la pollution de l'air et la circulation alternée, ça fait partie de ces grands sujets sur lesquels nous, on propose tout simplement de demander aux Franciliens leur avis par un référendum, ce qu'on appellerait une votation en Suisse ou un référendum en Californie. Ça fait partie de ces grands sujets sur lesquels on doit demander aux électeurs ce qu'ils veulent, parce que finalement, ce sont des sujets qui sont assez peu politiques droite-gauche, ce sont des sujets fondamentaux où on peut demander aux gens leur avis. Et puis, puisqu'il s'agit de conclure, je redirai ce que j'avais dit tout à l'heure. En réalité, les franciliens, comme les électeurs français, vont voter en fonction d'étiquettes. Ils ne seront pas maîtres de l'interprétation qui sera donnée à leur vote. Je leur dis donc que s'ils continuent à voter pour les partis qui leur sont systématiquement présentés comme gagnants, ils auront le même résultat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec à peu près 50% Pas de d'abstention. tripartisme. Voilà, nous sommes, il faut arrêter, j'en profite pour le dire, je remercie IDF1 de m'avoir invité, parce qu'il y a 3 ou 4 partis qui ont le monopole de l'accès aux plus grands médias nationaux, et c'est ça qui est une véritable anomalie dans la démocratie française. Monsieur Werling, très rapidement. Très rapidement, avec Valérie Pécresse, nous, on a simplement voulu faire un programme très concret et très immédiat. C'est-à-dire que dès qu'on sera élu, on veut que des choses se voient en Ile-de-France. Donc que ça se voit en termes d'amélioration des transports, que ce soit en termes d'apprentissage pour les jeunes, en termes de développement économique pour les PME. Ça, c'est des priorités. Évidemment, assurer la sécurité. Ça, c'est le point numéro 1 aujourd'hui sur lequel Monsieur on nous attend. Cerne, vous avez alors 10 phrases. secondes, parce que vous êtes en avance, à 10 secondes. Juste pour dire, oui, il y a des personnes handicapées. Et d'ailleurs, nous sommes la seule liste à avoir mis en position éligible une personne en fauteuil roulant qui a travaillé beaucoup sur notre programme sur la question. Et terminer juste sur un point qu'on n'a pas vraiment pu évoquer et qui est vraiment le cœur de notre programme, la qualité de l'air. Ça, c'est 100% des Franciliens qui sont touchés. Merci. Nous sommes la liste pour la qualité de l'air. Nous reprendrons ça dans un autre débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Et donc, à demain.